Et on poursuit nos réflexions donc sur l'innovation à e-santé, la manière d'évaluer la e-santé, de capitaliser sur cette innovation. Qui doit évaluer comment, quelles bonnes pratiques en la matière, comment le lien peut-il être fait aussi avec la recherche universitaire. Alors pour aborder ces questions, vont me rejoindre tout de suite Mathilde Forsloon, qui est directrice exécutive de Transform Health. Voilà, venez me rejoindre Mathilde. On peut applaudir parce qu'elle est venue de loin. Elle est basée à San Francisco. Elle nous expliquera Transform Health. C'est un regroupement d'organisations qui sont investies dans la transformation digitale de la santé à échelle mondiale. Anis Fuad, qui vient aussi de très très loin, de l'autre bout du monde cette fois-ci. Il est chercheur au Centre de politique et gestion de la santé à l'université de Gadjah Mada à Java, en Indonésie. Merci infiniment d'être des nôtres. Je sais que les choses ont été compliquées pour arriver jusqu'à Toulouse aujourd'hui. Vous êtes également membre du comité de direction de EIN, le réseau d'information sur la e-santé en Asie. Peut-être voudrez-vous un casque de traduction, si on peut en apporter un pour Anis, pour qu'il arrive à suivre cette table. Sinon, il va être un peu perdu. Avec nous également, on a la chance de l'avoir en duplex depuis l'Inde, depuis le Rajasthan. On parlait tout à l'heure de son projet. C'est Mohamed Chanawaz qui doit être en face de nous. Mohamed, si vous nous entendez, il est CEO de Kushi Baby, dont on a parlé il y a quelques minutes. Et on est très heureux de le retrouver. Il est en face de moi, s'il nous entend, depuis l'Inde, à Udaipur, précisément, dans le Rajasthan. Mohamed, est-ce que vous nous entendez ? Alors, je suppose qu'il est en face de moi, mais je vois également 2 sièges vides. Donc, je ne sais pas s'ils sont partis quelques minutes, s'ils se sont absentés. On va essayer de les contacter si quelqu'un peut me dire si effectivement ce sont les personnes que je vois à l'écran ou pas, puisqu'à ses côtés doit se trouver également le docteur Jitendra Kumar Soni, qui est directeur de la mission au département de la médecine, santé et protection de la famille au gouvernement du Rajasthan. On les retrouvera, je sais qu'on a la liaison, on va les retrouver, voilà, on est parti les chercher, on va les retrouver d'ici quelques minutes. Le temps qu'on aille vers l'Inde et qu'on me fasse signe de savoir si c'est bon ou pas, on va accueillir également autour de cette table Yvette Gonzalez, qu'on peut applaudir, qui est directrice adjointe du programme santé à l'ONG Terre des Hommes, qui est située en Suisse, et qui gère, entre autres, parmi ses nombreux programmes, YEDA, que l'on a vu tout à l'heure. Anis Fouad, vous me disiez que l'évaluation, puisque c'est le thème central de cette journée, devrait être intégrée dans n'importe quel projet de santé digitale dès le départ. Pourquoi est-ce que c'est si important et est-ce que c'est réellement le cas aujourd'hui ? Merci beaucoup, Lionel, pour la question. Avant de commencer à y répondre, je voudrais dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié la conversation que nous avons eue précédemment. J'ai recueilli beaucoup d'enseignements de ce qui a été mentionné en matière de mise en œuvre. Et je pense qu'effectivement, l'évaluation est de plus en plus importante, non seulement du point de vue des gouvernements, on en a beaucoup entendu parler, mais aussi du point de vue des acteurs sur le terrain, des parties prenantes. Les NGO, les ONG par exemple, il y a aussi un certain nombre de programmes universitaires qui doivent être évalués parce qu'effectivement, nous avons un soutien quand même très général. Et pour cette raison, il est particulièrement important que le programme soit bien évalué, que l'on tienne compte des besoins et des demandes des bénéficiaires. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle intervention qui est mise en place, sans évaluation, on ne peut pas savoir si le bénéficiaire visé a effectivement l'effet recherché. Donc ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est aussi une question d'impact pour la communauté et donc c'est très important. Sur cette importance, mais quel est réellement le pourcentage de projets qui ont une réelle évaluation derrière? C'est 10, 20, 50, 80% des projets? Je pense à l'heure actuelle, la situation dans mon pays. Je viens d'Indonésie, comme ça a été dit. Ça a été aussi mentionné par Jay dans sa présentation. C'est un pays où il y a beaucoup de start-up dans différents domaines, notamment la santé. Il y a un certain nombre de chiffres qui sont source d'optimisme pour le pays. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans mon pays,
pays, on a un certain nombre de startups dans le domaine de la santé. Cependant, pour vous donner un chiffre, c'est compliqué. Et dire combien de startups sont évaluées, c'est compliqué parce que les chiffres n'existent pas. Et on a beaucoup de participants autour du monde. On discute ensemble et on se dit qu'il faudrait qu'on ait une norme, qu'on ait une méthode normalisée pour recueillir les données, nous permettant ensuite de mesurer l'impact. Dans mon pays, beaucoup de données sont disponibles. Elles nous sont fournies à petite échelle. Mais ensuite, avoir un chiffre qui serait colligé au niveau national, c'est très difficile. Alors, c'est vrai qu'il faut peut-être attirer l'attention d'établissements de recherche et que tout le monde soit incité à faire un rapport sur justement leur impact. Il faudrait qu'il y ait une méthode scientifique qui soit mise en place dès le début. Il faudrait qu'il y ait des procédures, des protocoles dès le début pour vraiment pouvoir mesurer l'impact. Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut qu'au niveau de la mise en œuvre, que ce soit au niveau du gouvernement, mais aussi à l'extérieur du gouvernement, que l'on commence à vraiment recueillir des données. Grandissante de cette évaluation, et on la met peut-être en corrélation avec les chiffres aussi financiers qu'on a eu tout à l'heure, d'investissement dans les projets de santé digitale. L'un va avec l'autre. Je suis un peu désespéré quand j'entends que les premiers mots en français que Anis a retenus, c'est très compliqué. Mais bon, ça c'est une parenthèse que je me permets de fermer. Mathilde Forslund, pour vous qui nous arrivez de San Francisco, peut-être tout d'abord un mot rapide sur Transform Health. C'est quoi comme organisation et c'est quoi le but? Alors évidemment, je vais vous présenter l'organisation. Je m'appelle Mathilde Forslund. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Merci aussi à Pierre Fabre. C'est vraiment un honneur que de faire partie de ce panel aujourd'hui. Je suis la directrice donc de Transform Health. Et pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissez pas, nous sommes une coalition d'organisations. Nous avons été fondés il y a 2 ans, en 2019. Nous sommes une coalition d'environ 50 organisations et nous grandissions d'un jour sur l'autre. Nous avons 7 membres fondateurs. Nous avions 7 membres fondateurs en 2019. On se concentre sur le plaidoyer. On fait des campagnes de manière à pouvoir sensibiliser les différentes parties prenantes. Nous faisons aussi du plaidoyer pour avoir un cadre de gouvernance de la santé à l'échelle internationale. Et c'est quelque chose qui est vraiment crucial dans ce que nous faisons. 3e point, nous essayons de coordonner l'investissement par les bailleurs de fonds en santé. Donc, on essaie vraiment de créer un environnement qui soit favorable, un environnement qui soit incitatif pour que la transformation numérique soit déployée, adaptée, utilisée dans différents contextes internationaux. Et je pense que nombre de participants l'ont déjà mentionné ce matin. Nous essayons de faire en sorte que les gouvernements puissent déployer les bonnes politiques, mettre en œuvre une législation qui soit porteuse, ainsi qu'un environnement économique qui soit favorable à la transformation numérique de la santé. Donc, c'était vraiment en quelques mots ce que nous faisons chez Transform Health, et nous sommes convaincus que pour l'instant, la transformation de la santé par le biais du numérique n'est pas possible parce que, ou en tout cas à des obstacles, ce n'est pas uniquement pour des raisons technologiques, mais pour des raisons politiques. Nous en sommes convaincus et c'est pour ça que nous essayons de travailler là-dessus. On a peut-être oublié, en se lançant parfois comme des fous dans la digitalisation, c'est qu'il faut à un moment un environnement qui soit un peu... si on peut nous couper, je pense qu'on a l'Inde qui arrive en même temps. Il faut à un moment un environnement qui soit totalement sécurisé, qui soit totalement stable pour pouvoir aussi évaluer un projet. Vous travaillez notamment avec l'OMS et dans le milieu de la santé, avec 6 pays cibles que vous avez choisis. C'est quoi le but? C'est qu'on ait pour ces 6 pays le même environnement stabilisé, les mêmes règles de fonctionnement? Oui, alors pour répondre à votre question, je dirais que notre but, c'est d'avoir une coalition nationale et avoir un véritable plaidoyer pour avoir un environnement qui permette cet accès aux soins, ceci grâce à une éducation, une formation, des règles. Il faut vraiment que cette transformation numérique puisse s'opérer. Et ce n'est pas simplement nous en proposant de notre côté ce qu'il faut faire, mais justement en mettant en place des coalitions multidisciplinaires
multidimensionnelle, et évidemment dans les 6 pays dont vous avez parlé, l'Indonésie, le Kenya, le Sénégal, l'Inde et le Mexique et l'Équateur. Et de façon justement à pouvoir permettre à ces pays de devenir responsables au niveau de cette extension de la médecine numérique grâce à la coalition. Cadre global, parce que l'évaluation, elle est multifactorielle et les acteurs sont partout. On a bien vu dans les forces des projets qui ont réussi tout à l'heure, les projets qui arrivent vraiment à se développer sont des projets où à un moment, les ONG ou les entreprises travaillent main dans la main avec les gouvernements. Et c'est une condition presque sine qua non pour une réussite et un passage à l'échelle. Et vous nous dites, et vous le constatez, vous dans le travail que vous menez avec les gouvernements sont approchés chaque jour ou presque par des start-upers, par des porteurs de solutions en termes de e-santé, et non pas toujours, c'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est qu'ils n'ont pas les outils pour arriver à choisir correctement. C'est bien ça ? Oui, alors, donc, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, et je vais vous donner un exemple, c'est que nous faisons un plaidoyer pour avoir une meilleure coordination des investissements. Et ça, je crois qu'on en a beaucoup parlé dans la journée. Et ceci est fondamental. Donc, de ceci pour avoir une transformation numérique qui soit pérenne. Donc, nous avons aujourd'hui un certain nombre de défis. Par exemple, certains pays ont les moyens et les fonds pour entreprendre cette transformation numérique, mais d'autres pays ont besoin, sans aucun doute, d'investissements qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ne peuvent pas sinon construire cette stratégie de santé numérique. Une autre question qui se pose, c'est que dans certains pays, il y a eu un investissement qui a déjà commencé à se produire dans le domaine de la santé numérique, mais ce sont des investissements à court terme et qui ne permettent pas justement une transformation durable. Et encore une autre question qui surgit, nous avons beaucoup de coûts de transaction en ce qui concerne la mise en place de ces systèmes numériques, mais surtout un problème une difficulté particulière avec les travailleurs et les employés dans le domaine de cette santé numérique. Et je crois qu'il y a un manque aussi d'information des besoins concernant donc les besoins dans le domaine de la santé numérique et dans les différents services de santé numérique. Peut-être qu'on pourrait également dire que les investisseurs et les bailleurs de fonds qui décident d'investir dans ce domaine ne savent pas quelles sont les meilleures solutions, justement, parce qu'il y a une telle multitude d'offres que, évidemment, ils s'y perdent un petit peu, et les gouvernements également sont un petit peu hésitants au moment de faire un choix. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons aujourd'hui accepter de résoudre ces questions, mais ceci grâce à une véritable coordination des financements et avoir une approche beaucoup plus durable. Et donc, nous avons travaillé justement avec Transform Health, avec les différents partenaires de Transform Health, et nous avons un gros réseau dans lequel sont incluses beaucoup d'organisations, des instituts, des spécialistes numériques, et également IDA et tous les porteurs de projets qui ont travaillé sur ce cadre conceptuel pour permettre justement d'avoir, j'espère, des politiques plus. Très rapidement, dans la nécessité de construire ce cadre et la nécessité de coordonner les acteurs qui construisent le cadre, est-ce qu'il n'y a pas tout de même un risque derrière de tomber un petit peu comme la poule et l'œuf, quoi ? C'est-à-dire que les gouvernements attendent d'avoir un cadre stable législatif pour autoriser ou déclencher des actions de santé digitale, ou alors les ONG ou les entreprises y vont sans cadre législatif, et si l'un attend l'autre, on risque d'attendre longtemps. Alors, c'est une très bonne question. Alors, je crois que dans le monde où nous sommes, c'est qu'il y ait justement, on puisse représenter ceux qui ne se font pas entendre et permettre à beaucoup de personnes d'être là pour représenter la société civile. Et on a beaucoup parlé d'équité, d'inclusion, d'égalité. Donc, je crois que c'est vraiment ça qui doit être notre objectif et notre objectif lorsque nous dialoguons avec les gouvernements.
il faut que ce soit les besoins de tous qui doivent être pris en compte, absolument. Yvette Gonzalez, pour vous qui êtes chez Terre des Hommes. Now, Yvette Gonzalez, you're working with Terre des Hommes, so especially your Deputy Director for the Health Program, Terre des Hommes. I would like to know if research today is systématiquement intégré à chaque projet. Oui, merci beaucoup pour l'invitation pour être là et merci pour la présentation du projet IEDA qui était fait tout à l'heure. Je voudrais dire que pour des organisations comme Terre des Hommes, qui nous travaillons dans l'humanitaire, parler d'évaluation, ce n'est pas quelque chose de systématique. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la priorité de mettre en place des activités ou des interventions pour répondre aux besoins de nos bénéficiaires. Disons, c'est la priorité. Mais je pense qu'on commence à voir ces changements d'état d'esprit, de voir l'importance de l'évaluation de nos interventions dans le terrain pour différents aspects. La première, pour améliorer la qualité. C'est très important d'évaluer la manière comment on fait les choses dans le terrain pour le faire mieux après. Deuxième, pour mettre à l'échelle nos interventions. C'est aussi très important d'évaluer la qualité de nos interventions au niveau de pilote pour après passer à l'échelle. Et la troisième est aussi très important, c'est pour les changements de politique. Comment, en montrant les résultats de nos interventions à travers l'évaluation ou la recherche opérationnelle, on peut montrer des résultats sur lesquels, c'est l'évidence sur laquelle on peut baser les décisions politiques au niveau du pays. Alors très important là aussi ce que vous nous dites, vous êtes convaincu de l'intérêt d'une évaluation, vous savez que les gouvernements, entre autres, ou même vos bailleurs de fonds, attendent des rapports d'évaluation. Mais pour nous, ce n'est pas une évidence. Vous n'avez pas dit, pour nous, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Ce n'est pas une évidence parce que nos opérateurs sur le terrain, ils sont d'abord là pour répondre à des besoins, à des populations qu'ils ont tous les jours en face d'eux, et pas forcément pour aller chercher des données, faire de l'évaluation et remplir des tableurs Excel. Et ça, il faut aussi l'entendre, Yvette. Oui, et des fois, c'est une évidence, mais c'est aussi quelque chose qui des fois vient même des bailleurs de fonds. Il y a des bailleurs de fonds qui travaillent directement dans l'humanitaire qui ne sont pas vraiment intéressés à investir dans les évaluations. Mais je pense qu'on commence à changer. Nous avons un poignet de bailleurs de fonds pour lesquels l'évaluation de nos interventions sont très importantes et qui nous donnent des financements pour faire l'évaluation. Il faut dire que faire des évaluations, c'est cher. Ça demande de partenariats avec les universités, avec des experts pour mettre en place des évaluations de qualité et il faut investir dans ça. Pour qu'on comprenne aussi ce que ça veut dire évaluer sur le terrain, lorsque l'on a préparé cette table ronde, Yvette, vous me citiez un programme que vous avez autour de la périnatalité au Mali notamment, et vous faites un programme d'évaluation justement de l'efficacité de ce programme-là. Pour les opérateurs sur place, c'est pas simple parce qu'on doit choisir les lieux d'évaluation, de non-évaluation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire concrètement pour des opérateurs ? Oui, alors et là, je voudrais parler du défi justement de l'évaluation dans le terrain et c'est le design expérimental d'une évaluation. Et comment, pour faire une évaluation de l'intervention, on doit mettre en place des activités de tout début. Ça veut dire qu'il faut voir l'évolution de l'intervention dans le terrain pour après voir les résultats, l'impact de l'intervention. Et dans cet exemple concret, nous travaillons avec l'Université Johns Hopkins et dans le design de l'évaluation, nous avons voulu faire une évaluation de cas et contrôle, Case Control Studies. Ça veut dire qu'on a sélectionné un village dans lequel on a mis en place l'intervention et un autre village dans lequel on n'a pas mis l'intervention pour arriver à comparer les résultats. Alors, concrètement, l'intervention, c'était la digitalisation des consultations anténatales et postnatales pour le suivi des femmes enceintes et des nouveau-nés.
Et bien sûr, faire ce type d'évaluation nous permet de voir la différence entre l'endroit où on met l'outil électronique et l'endroit où on ne le met pas. Mais en même temps, quand on s'est dit l'outil électronique pourrait nous aider à améliorer la qualité du service, il y a un village dans lequel on ne le fait pas. Et ça nous met en question éthique aussi. J'imagine, moi, les opérateurs sur place qui disent, bon, ce village, on va aider les femmes enceintes pour réduire la mortalité des enfants, et puis ce village, volontairement, on ne va pas les aider, mais on va aller voir s'il y a plus d'enfants morts dans ce village, parce que c'est ça aussi l'évaluation. Bon, après, bien sûr, les gens voient, les travailleurs de santé, ils disent, moi, je n'ai pas la tablette, pourquoi mon copain qui travaille dans notre village, il a le droit d'avoir la tablette. Alors, ça pose beaucoup de questions. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des interventions. Comme j'ai dit, c'est la différence entre mettre en place que l'outil électronique pour la consultation. Des fois, ça nous donne aussi des biais dans l'évaluation. Parce que ça veut dire que dans les villages dans lesquels on n'utilise pas la tablette, on fait quand même une intervention d'amélioration et on fait toute la procédure d'observation, le fait d'avoir des superviseurs, des gens qui viennent regarder pour collecter les données d'évaluation. Ça nous donne quelques biais dans le résultat qu'il faut tenir en compte au moment de l'analyse des résultats de l'évaluation. Alors, ce n'est pas simple, c'est simplement pour dire, je pense que le message clé, c'est que ce n'est pas facile à faire l'évaluation de nos interventions dans le terrain. Il faut avoir des personnels capacités et il faut qu'on travaille de plus en plus proche avec les universités et les experts au niveau de la recherche opérationnelle pour mettre en place des systèmes expérimentaux d'évaluation qui nous permettent d'éviter toute cette problématique dans le terrain. Je me tourne vers un autre continent, vers l'Inde à présent, où je vois du monde à Udaipur, dans le Rajasthan, qui est en train de nous suivre en direct. Là, ce sont les personnes normalement en charge de Khushi Baby, notamment Mohamed Chanawaz qui devait être là. Qui est-ce qui est présent avec nous aujourd'hui depuis l'Inde pour cette conférence? Hello. Yeah. Thank you for inviting us. Le son est extrêmement mauvais, nous nous excusons, dit l'interprète. C'est à la limite du compréhensible. Nous sommes désolés, mais l'orateur parle dans son haut-parleur. Ça siffle, c'est... Voilà, je vais essayer de vous poser. On a un tout petit problème de liaison et de son qu'on va essayer de résoudre. Je vous pose, ceci dit, notamment la question sur Khushi Baby. Aujourd'hui, comment assurez-vous l'évaluation de Khushi Baby et qui demande cette évaluation? Est-ce que c'est principalement le gouvernement du Rajasthan? I would like to hear this conversation in English, if possible, please. Je crois qu'il n'a pas entendu la question qui a été posée, qui a été traduite en anglais. Donc, on va reposer. On va vous retrouver d'ici quelques minutes. Je vous posais aujourd'hui de manière concrète, comment faites-vous l'évaluation de Khushi Baby et qui demande cette évaluation? Est-ce que c'est le gouvernement du Rajasthan? I would like to get this translated in English, if possible, from your side. Ce que je vous propose, on va régler les petits problèmes de liaison avec Udaipur et j'espère qu'on va vous retrouver correctement d'ici quelques minutes pour parler de cette évaluation de Khushi Baby. Yvette, j'ai envie de vous poser les mêmes questions sur des projets comme Yeda ou d'autres projets. Aujourd'hui, finalement, qui demande à évaluer? Est-ce que ce sont principalement les gouvernements, principalement les bailleurs de fonds ou des organismes mondiaux type OMS? Qui réellement demande d'évaluation? Ça dépend, ça change beaucoup, mais pour nous, comme organisation, pour nous, pour Terre des Hommes, c'est très important. L'évaluation, ça fait partie de notre système de qualité et redevabilité de nos projets. Alors, nous avons un département dans lequel ça fait partie, disons, de notre cycle de projet. Disons, dans chaque projet qu'on fait, on a une composante évaluation. Mais il y a aussi des bailleurs de fonds qui demandent expressément, disons qu'elle dit c'est très important que pour ce projet, on ait une composante d'évaluation. Et même, qui ça, par exemple? Par exemple, la fondation Bill et Melinda Gates
qui, en fait, disons, ils sont très impliqués dans l'implémentation de projets, aussi dans la partie de recherche opérationnelle, et ils nous mettent même en lien avec les universités. Des fois, c'est vraiment un travail collaboratif, et on trouve avec la Fondation Gates ce partenariat avec les universités pour faire l'évaluation dans le terrain. Et est-ce que le gouvernement suisse également, qui vous apporte des fonds, va demander une évaluation particulière? Oui, c'est juste le département de développement international de la Suisse. C'est un de nos principaux bailleurs de fonds pour Terre des Hommes. Et oui, il nous demande de faire des évaluations de nos projets dans le terrain. Alors, une des questions centrales lorsque l'on parle d'évaluation, c'est quel regard, qui sera forcément personnel, va-t-on porter sur un projet d'évaluation? Est-ce que vous pouvez avoir des différences de regard ou plutôt de prisme entre une évaluation par un bailleur de fonds type la Fondation Gates et un gouvernement? Est-ce qu'ils vont vous demander les mêmes critères, le même regard, les mêmes résultats à l'arrivée? Bon, finalement, nous sommes assez indépendants dans le sens que, disons, il n'y a pas vraiment un conflit d'intérêt au moment de demander quel type d'intervention, quel type d'évaluation faire. Et en fait, quand je dis qu'il demande l'évaluation, ce n'est pas qu'il demande, disons, il nous soutient plutôt pour faire ce type d'évaluation des interventions. Il n'y a pas vraiment une différence. Finalement, l'évaluation, c'est démontrer l'impact, montrer les résultats et montrer bien sûr la capacité de nos interventions pour répondre aux besoins dans le terrain. Là, je voudrais mentionner, c'est très important, comme on a discuté tout à l'heure avec M. Lepère, l'importance de faire des évaluations économiques. C'est définitivement une lacune qu'on a maintenant, c'est très important de le faire. Mais aussi, il faut se focaliser sur les bénéficiaires, faire la recherche autour de bénéficiaires, autour des personnes qui vont recevoir nos activités. Et ça, c'est très important de collecter aussi et de savoir l'acceptabilité de nos interventions dans le terrain. Ça fait aussi partie de nos recherches. Vous parliez tout à l'heure de vos relations avec la Fondation Gates et vous nous disiez on travaille ensemble de manière bienveillante pour arriver à cette évaluation. Est-ce que le bailleur de fonds est le mieux placé pour travailler avec vous, trouver des critères éventuellement d'évaluation, ou est-ce que lui-même n'a pas un regard biaisé dans ce qu'il est en train de donner? Est-ce qu'on peut arriver à une évaluation qui soit relativement neutre quand on travaille main dans la main avec un bailleur de fonds ou avec un gouvernement ou une institution, peu importe, qui est impliquée dans le projet? Bon, finalement, les protocoles de recherche se font directement avec les universités. Alors après, c'est plutôt les critères d'évaluation se définissent plutôt avec les universités et pas forcément avec les bailleurs de fonds. Ouais. Il n'y a pas un conflit d'acteurs ou un biais, parce que finalement, c'est le résultat de nos interventions dans le terrain qui nous intéresse. Ouais, sans parler de conflit d'intérêts, simplement un prisme ou un regard qui peut faire qu'on a des zones d'ombre qu'on n'a pas imaginées ou qu'on ne veut pas voir. Oui, Yvette, puis je vais passer la parole à Anis, à Mathilde, parce que là, on est vraiment sur aussi un thème important. Oui, je voudrais mettre l'accent que finalement, l'intérêt de résultats d'évaluation opérationnelle, c'est savoir qui est l'utilisateur à la fin. Et finalement, c'est les gouvernements au niveau du pays qui vont utiliser ces résultats pour prendre des décisions politiques. Alors, c'est finalement ça l'objectif final. Ouais. Anis, en tant qu'universitaire, j'aimerais bien connaître votre opinion là-dessus. Est-ce que l'université est le lieu le mieux placé pour faire une intervention parce qu'a priori vous êtes neutre, vous êtes censé être neutre? Est-ce qu'on peut faire une intervention, placer des critères d'évaluation avec un bailleur de fonds, un gouvernement et des personnes très impliquées dans un projet? Je pense que c'est une question intéressante. À l'université, on apprend les fondements scientifiques de la mise en œuvre. Par exemple, il faut savoir qu'il y a plus de 100 théories sur les systèmes d'information. On peut évaluer le côté utilisabilité, c'est-à-dire en se mettant à la place de l'usager. On apprend à évaluer d'un point de vue financier. On apprend à évaluer l'innovation, la capacité d'une innovation aussi à être mise en œuvre dans d'autres contextes. Et puis, on apprend aussi à faire la différence entre l'efficacité et le rapport coût-efficacité. Donc, il y a beaucoup d'expertise
expertise, autant d'experts que d'expertise. Vous pouvez avoir des experts en évaluation économique. Vous allez avoir aussi un expert en matière d'utilisabilité. Et donc, dans les universités, les différents experts, même si bien sûr ils ont des bases très robustes, ils ont des points de vue différents sur l'évaluation. Et il y a aussi des conflits d'intérêts. Parfois ou souvent, les universités sont impliquées dans la conception d'une étude ou ont une implication gouvernementale. Par exemple, lorsqu'on évalue un projet, il faudrait que, bien sûr, l'université qui a participé au cahier des charges de l'évaluation ne soit pas aussi celle qui fait l'évaluation de ce projet. Et aussi, du côté du gouvernement, il y a aussi des unités de recherche. Et par conséquent, ces unités de recherche ont des conflits d'intérêts parce qu'elles sont financées par les gouvernements. Tout ceci pour dire qu'aujourd'hui, il y a différentes approches sur la manière dont on peut avoir plus d'indépendance. Comment on peut avoir des audits de la recherche sur les projets qui soient plus indépendants. Et de manière très intéressante, avec l'avènement de cette ère des données, on voit de plus en plus de gens qui utilisent des applis. On a de plus en plus de données qui arrivent en temps réel de par les usagers. Et c'est une autre manière dont on peut faire de l'évaluation. Donc je pense qu'il est important de combiner les différentes approches. Du point de vue des universitaires, il faut aussi que les étudiants soient impliqués et formés à ces nouvelles manières d'évaluer des interventions. Donc c'est important aux différents niveaux. Et donc je pense que la collaboration entre les gouvernements, entre les universités, il faut bien faire la part des conflits d'intérêts et il faut faire en sorte que l'indépendance des universités soit quand même garantie. Finalement, qui évalue, qui est le mieux placé, quels sont les critères? Et comme nous le rappelle Anis, il y a quasiment autant de regards, j'ai envie de dire, qu'évaluateurs derrière. Un regard politique n'est pas forcément un regard économique, n'est pas forcément un regard de médecin ou de soignant, n'est pas un regard d'ONG non plus. Comment est-ce que vous, qui essayez justement de coordonner les acteurs, vous arrivez à trouver, est-ce qu'il est possible de trouver un cadre commun? Je pense effectivement, sans trop risquer de risquer mes financements, je pense qu'en effet, il y a beaucoup de conflits d'intérêts et beaucoup de problèmes dans tout ce qui est paysage du financement, parce qu'il y a des motivations politiques au financement, toujours. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas cacher sous le tapis. Et d'une certaine manière, il faut essayer d'aller au-delà de ces conflits d'intérêts, essayer de voir comment on peut peut-être responsabiliser la communauté pour que la communauté décide justement de l'endroit où vont être attribués ces fonds. Il faut essayer de devenir un peu plus indépendant, avoir aussi des choix qui soient beaucoup plus ascendants, qui viennent de la communauté plutôt que descendants, comme venant du gouvernement. Et je pense également que la seule manière d'y arriver, c'est probablement en créant un mouvement dans l'opinion publique auprès des communautés, en disant, voilà, ces aspects de la santé sont importants. Il faut qu'on responsabilise, il faut qu'on ait de l'indépendance. Et je pense que c'est là-dedans qu'il faut investir. Et quand on se demande comment financer la santé numérique, eh bien, c'est encore un thème très important. Et ma propre organisation essaie de mettre en place un cadre conceptuel pour favoriser cette indépendance et la transparence des financements. Il faut certainement mettre en place de nouveaux paramètres, voir comment les financements sont distribués aux différents projets, sur la base de quels critères. Et pour cela, je pense que on doit voir quelles sont les modalités existantes de financement, faire un état des lieux, voir comment on peut mieux coordonner le financement et s'assurer qu'il y a une démocratisation du financement, que le financement ne vient pas que de quelques pays du Nord vers le Sud et qu'il y ait vraiment quelque chose de beaucoup plus inclusif, mais aussi beaucoup plus juste. Justement que l'on revienne sur ce que nous dit Mathilde, et aussi qui est fondamental, dit pour qu'un projet finalement puisse émerger, passer à l'échelle, se développer, il nous faut à un moment une utilisation massive. Pour avoir des utilisateurs, il faut que les gens s'y retrouvent derrière. C'est l'un des paradoxes
souvent de l'évaluation, c'est qu'on oublie de demander leur opinion aux premiers utilisateurs, on oublie de les impliquer dans l'évaluation de projet. Sur un marché privé, on parlerait de l'expérience client. Quelle est l'expérience client, l'évaluation par le client? En santé, on parle de patients et moins de clients et on lui demande souvent moins son avis. Est-ce que les choses sont en train de changer sur ce point-là, à votre avis? Alors, je pense que le problème de l'évaluation du point de vue de l'usager et l'évaluation des personnes qui mettent en œuvre, le point de vue est nécessairement différent. Il y a aussi des projets qui sont développés dans un pays pour être mis en œuvre dans d'autres. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont en cours de discussion. De ce qu'on a déjà entendu ce matin, toute mise en œuvre doit normalement commencer par une définition du besoin dans la vraie vie, et essayer ensuite de faire en sorte qu'il y ait évidemment une réponse à ces besoins. Si les besoins ont été bien définis, les usagers finaux normalement doivent adhérer au projet, que les usagers finaux soient les patients ou les personnels de santé. Mais les besoins peuvent être différents entre ces deux communautés, les soignants et les patients. Par exemple, si on a une innovation de santé, je vais vous donner l'exemple d'une appli à Java, eh bien, ça va être plus difficile de mettre en œuvre cette application dans une zone rurale versus une zone urbaine. Il y a aussi le problème de la technologie. Dans certains pays, il y a un problème, bien sûr, de maturité des infrastructures qui font que l'accès est plus ou moins difficile. Et puis, il y a la proposition de valeur. La proposition de valeur, elle est définie soit du point de vue du prestataire, avec une intention économique, ou la valeur, elle est plus du point de vue du patient, avec là un intérêt sanitaire, un impact sur la communauté. Et là encore, il y a des décalages. Et par conséquent, dans l'évaluation, dès le départ, il faut bien poser les critères et ne pas avoir un point de vue qui soit trop large. Il faut aussi tenir compte, bien sûr, encore une fois, de la réglementation du système de santé sous-jacent et déjà existant. Mais je pense que dans l'évaluation, il faut savoir bien dès le départ ce que l'on veut mesurer, quelles sont les implications de ces innovations technologiques. Les patients, les soignants aussi dans cette évaluation, ce qui n'est pas toujours si naturel dans les organismes de santé, qu'on soit au sud comme au nord. Là-dessus, personne n'a de leçons à donner à quelqu'un d'autre. Je me tourne à nouveau vers le Rajasthan, vers Udaipur, puisque je vois qu'il nous écoute toujours. Udaipur, can you hear us well? Est-ce que vous nous entendez bien cette fois-ci? Et qui nous écoute aujourd'hui à Udaipur? Hello. Bonjour. Hello. Bonjour. Hello, can you hear? Est-ce que vous nous entendez? Qui est là aujourd'hui à Udaipur? Je m'appelle Jules Sharma, je suis le coordinateur du projet Khushi Baby. Je parle aussi au nom des différents membres de notre comité de fondation. Nous sommes très heureux de vous entendre aujourd'hui à Toulouse. On parle d'évaluation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'évaluation de Khushi Baby? Qui essaie d'évaluer? Le gouvernement, les ONG? Qui est demandeur? Est-ce que ce sont les bailleurs de fonds? Comment gérez-vous votre évaluation? Alors, à l'heure actuelle, d'un projet à l'autre, la demande d'évaluation est différente. Dans certains cas, les évaluations sont menées par des tierces parties. Par exemple, récemment, nous avons eu un audit d'un projet international qui a été mené par un externe, par un consultant. Mais le gouvernement demande aussi des audits. Par exemple, nous fournissons des données analytiques sur des projets que nous menons au Rajasthan. On fournit des données, des retours d'expérience, on explique ce qui se passe sur le terrain dans le cadre de cet audit. Donc une fois de plus, l'audit est commandité par différentes parties prenantes, ceci en fonction donc de la région et en fonction du projet. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en matière d'évaluation? Est-ce que c'est une évaluation qui a une dimension politique? On vous demande peut-être combien de familles ont été bénéficiaires, ou est-ce qu'on vous demande plutôt une évaluation économique?
Réponse. Pour nous, on nous demande les deux évaluations et les deux sont importantes. Les gouvernements ont besoin de savoir comment le scénario se concrétise sur le terrain. D'un point de vue qualitatif, le gouvernement, par exemple, veut savoir quelle est l'échelle du projet et quelle est la dimension de l'impact. On nous demande donc de ce point de vue des évaluations qualitatives pour mieux comprendre. Et l'évaluation qualitative est cruciale pour aussi ensuite permettre des études plus en profondeur. Autre chose, je sais, vous tient à cœur. Vous voulez responsabiliser les acteurs du projet dans l'évaluation. Et je vous ai souvent entendu dire que les personnes qui évaluent le mieux le projet, ce sont les patients, ce sont les familles et les travailleurs de santé. Comment faites-vous pour responsabiliser et impliquer ces gens dans l'évaluation? Comment faites-vous aussi pour les impliquer dans la conception du projet? Réponse. Quand nous concevons un projet, nous essayons en effet de responsabiliser toutes les parties prenantes. En général, nous appuyons sur des évaluations précédentes. Nous essayons d'identifier les défis qui ont été les nôtres auparavant, surtout quand on essaie de passer à l'échelle. Et ensuite, on essaie de tenir compte justement des enseignements tirés. On essaie aussi d'anticiper les défis que l'on peut avoir en écoutant les travailleurs de santé, en écoutant notamment les difficultés qu'ils ont eues à utiliser une plateforme numérique, par exemple. On essaie de voir comment ils vont pouvoir accéder à ces plateformes, par exemple, basées web. Donc, une fois de plus, c'est très important d'avoir une évaluation qualitative, quantitative, pour bien comprendre les défis de chacun, ce qui permettra ensuite, donc, une fois de plus, de passer à l'échelle. Pour les décideurs politiques, ces données sont importantes. Ça les aide dans la prise de décision, ça les aide ensuite aussi à mieux adresser le financement. Quand on pense d'évaluation, il y a une question clé. Qui paie cette évaluation? Est-ce que c'est le gouvernement qui paie l'évaluation de Cushy Baby, par exemple? Est-ce que vous payez sur vos propres fonds? Est-ce que vous avez eu un budget pour les audits dès le début du projet? Comment avez-vous géré l'aspect financier? Réponse. Quand on parle d'un budget, que l'on fait un budget pour un projet, quel qu'il soit, nous dédions toujours une part à l'évaluation et nous avons d'ailleurs des partenaires qui nous aident en ce sens. On sait que quand on a un financement gouvernement, on a une obligation de fournir des données de suivi parce que c'est ce qui ensuite garantit la pérennité, voire le déploiement de ce projet dans d'autres régions. Et donc, c'est une de nos responsabilités que de fournir cette évaluation. Pour ce qui est du financement, nous avons des fonds propres. Donc, l'évaluation vient de nos propres ressources principalement. Merci beaucoup pour ces explications. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de l'Inde, en direct de Gaïmbourg. C'est un grand plaisir que de vous avoir en direct à l'occasion de cette conférence. Donc, restez encore quelques minutes avec nous. Yvette, je vais vous... Il faut aussi dire les choses à un coût. Aujourd'hui, qui paye? Qui doit payer? Ce coût est-il pris en charge dès l'amont du projet ou vient-il se rajouter lorsqu'un projet est déjà en cours de développement? Non, c'est quelque chose qui doit être dans les budgets du projet de tout début. C'est quelque chose qui doit vraiment être considéré parce que c'est très important pour toutes les interventions. Alors, encore une fois, c'est une demande qu'on fait aux bailleurs de fonds de faire aussi une partie de l'investissement dans l'évaluation. Ils sont prêts à le faire, ils le font vraiment dès le début du projet, d'apporter un budget, de consacrer un budget spécifique à l'évaluation? Quelques bailleurs de fonds, oui. Quelques bailleurs de fonds, on retient. Anis, je vous pose la même question. Qui doit payer pour l'évaluation? Est-ce que c'est un gouvernement indépendant? Est-ce que c'est le bailleur de fonds? Est-ce que c'est l'ONG? Est-ce qu'il faut intégrer le budget dès le départ?
Oui, alors je suis d'accord avec Yvette. Ce sont des questions de mise en œuvre. Et normalement, le budget devrait tenir compte déjà de la part évaluation. Après, savoir si c'est le gouvernement, si c'est une ONG, si c'est une tierce partie qui doit financer et mettre en œuvre, cela dépend. Mais je pense qu'il faut provisionner dès le départ. Du point de vue de mon pays, c'est-à-dire de l'Indonésie, certaines innovations au niveau des provinces, au niveau des districts, parfois il y a des différentes de compréhension, c'est-à-dire que les gens ne pensent pas forcément sur la même perspective temporelle. Certains sont plus sur le long terme, d'autres veulent une évaluation plus au bout d'un an, par exemple. Et aussi, les différentes parties prenantes ne financent pas forcément les évaluations sur le long terme, peut-être pour la première année, mais pas au-delà. Donc je pense qu'il faut avoir un cadre commun d'évaluation. L'évaluation, à mon avis, doit porter sur l'utilisabilité. On doit déjà faire des évaluations sur le prototype de projet. Et puis ensuite, l'évaluation doit continuer au fur et à mesure qu'il y a déploiement. Et à tous les niveaux, au niveau local, régional, voire très, très local. Donc le budget est important, en particulier dans un pays où ces interventions sont à différentes échelles. Donc encore une fois, je pense qu'il est important de communiquer, surtout si on va voir une mise en œuvre réussie, d'autant plus que l'on va voir un passage à l'échelle. Et puis, il faut se dire que toutes les innovations de santé ne seront pas une réussite. Certaines innovations ne sont pas une réussite. Et à ce moment-là, que doit-on faire? L'évaluation doit aussi comprendre une stratégie de sortie et voir comment peut-être réallouer les budgets. Parce que parfois, et dans de nombreux pays, on a une innovation. Et puis l'innovation s'arrête et le projet s'arrête. Quel est le devenir? Et on a parfois des gens qui sont emprisonnés. Il y a des gens qui ne peuvent pas continuer par manque de budget. Et donc, il faut coordonner tout ça. L'évaluation doit être là dès le début. Les porteurs de projets doivent être au courant. Les gouvernements aussi, et également du point de vue de la recherche. Il faut souvent avoir de la recherche participative, de la recherche à visée de mise en œuvre. Nous, actuellement, nous avons commencé un processus d'analyse la semaine dernière sur un projet, et la recherche en mise en œuvre est très importante, ce d'autant plus après la pandémie. Aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de faire des recherches interventionnelles. Dès le départ du projet, avec le budget, si possible, consacré à l'évaluation dès le départ du projet. Et vous ouvrez encore une autre fenêtre plus importante en nous disant on doit se préparer à évaluer un projet, mais on doit également évaluer, pourquoi pas, l'échec d'un projet. Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas, puisqu'il y aura des conséquences financières, humaines aussi, puis des conséquences de soins. Tout cela doit être posé sur la table dès le départ. Merci à vous trois et à vous quatre, puisqu'on nous avons nos amis également du Rajasthan qui sont en direct avec nous. Je vous propose de prendre les dernières minutes de cette matinée pour leur poser toutes les questions sur l'évaluation. On a parlé de beaucoup de choses, l'évaluation, les critères d'évaluation, les capacités sur le terrain des équipes à comprendre l'intérêt d'aller évaluer ou pas les choses, ce design d'évaluation à avoir dès le début du terrain, et puis les questions budgétaires. Bien sûr, nos amis d'Inde sont toujours avec nous en live. On pourra aussi leur poser toutes les questions. Il y a un micro qui va circuler dans la salle. Et avant de poser ces questions, allez, quelques réactions des internautes. Oh là là, ça tombe de partout. Donc je vais essayer je les découvre en même temps que vous. Allez, Aliou qui remercie les responsables de la Fondation Pierre Fabre. Merci de l'appui accordé à l'Université de Bamako pour la formation en DU de santé. On a Mariama de Guinée qui nous remercie pour les informations de qualité. On a Radzak qui nous dit la question de la pérennisation des projets de e-santé est un challenge dans le processus de digitalisation de la santé dans les pays du Sud lorsqu'on connaît les budgets alloués à ce secteur par nos États. Beaucoup d'autres questions qui arrivent, je vais les découvrir au fur et à mesure. Et puis je sais qu'il y a d'autres questions qui nous viennent forcément de l'autre bout du monde, de la Thaïlande, où nous écoute à Bangkok le docteur Bunjai. Docteur Bunjai, quelle réaction
face à ces premiers échanges sur l'intérêt de l'évaluation? Est-ce que cela a suscité des questions et des remarques dans votre salle? Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Alors, eh bien, tout d'abord, je voudrais vous féliciter parce que cette première séance de ce matin m'a semblé tout à fait intéressante. Et puis, c'est un défi technologique aussi quand même, d'arriver à faire intervenir tout le monde à distance et sur place. Donc, je crois que c'est une réussite. Bon, alors, pour revenir à votre question, en tant que participant en Asie, je voudrais peut-être avoir l'occasion de faire quelques remarques sur cette évaluation. Je crois qu'il faut surtout parler de l'innovation, évidemment, de la mise en place d'un projet, mais de son innovation, parce que la Fondation a donc à essayer d'évaluer certains projets, mais ce n'est pas évident d'évaluer un projet sur une année. Une année, ça ne suffit pas. Je crois qu'il faut mettre en place, comme vous l'avez dit, des critères qui permettent à tous de comprendre l'importance de ces projets. Mais ça prend du temps. Ça aussi, ça prend du temps. Donc, c'est une question de temps. Donc, peut-être pouvons-nous évaluer le succès d'un projet ou d'un programme par sa faisabilité et l'adhésion qu'il suscite sur le terrain. Ça, je crois que ce seraient les premiers critères. Parce que d'un point de vue économique, financier, est important aussi. Également l'impact, bien évidemment. Je voudrais ajouter ceci, et c'est une question. Est-il possible qu'un bailleur de fonds puisse ne pas se contenter simplement d'évaluer le système, sa mise en place, le projet, donc, mais également qu'il puisse également contribuer à l'évaluation qui est faite par la Fondation, comme ça a été déjà fait? Par exemple, on a parlé des gouvernements, on a parlé de la Fondation, mais je crois que les bailleurs de fonds peuvent aussi voir avec ces parties prenantes comment le projet a pu être mis en place. Et le succès du projet, je dirais, c'est également à mesurer à travers la collaboration entre la Fondation, le porteur du projet et toutes les parties prenantes que je viens de mentionner. Et ceci à plus ou moins long terme, bien évidemment. Parce qu'il faut pouvoir transformer, évidemment, la santé numérique dans chacun des pays concernés. J'ai envie de rebondir sur vos propos, votre remarque auprès d'Anis, justement, en termes d'évaluation. Le Dr Bounjai nous le rappelle à très juste titre que l'évaluation demande du temps, tout simplement parce que les personnes concernées par les projets ont besoin de temps pour s'approprier le projet. Et est-ce qu'il n'est pas aussi un piège dans ce monde du digital qui va très très vite, où on a des chiffres d'utilisation très très vite, d'être piégé, de se focaliser sur ces chiffres immédiats et de ne pas laisser le temps au temps? Oui, merci, Dr Bounjai, parce que quand on parle de temps, je crois qu'il faut parler aussi de l'évolution à court terme, bien évidemment, du projet. Évidemment, dès qu'on met en place une innovation, on a tout de suite eu un résultat. On a des résultats qui peuvent surgir. Donc, on a ce que l'on appelle une évaluation à mi-terme, mais également à long terme, si j'ose dire, dans un projet, parce qu'il y a toujours une réaction ou un impact qui va se faire sentir à un moment ou à un autre. Mais je crois que le Dr Bounjai a raison de dire qu'il faut bien évaluer l'investissement. C'est aussi une question que Mathilde a abordée tout à l'heure, mais je suis totalement d'accord avec vous. Je crois que c'est très important d'avoir l'encadrement légal, je dirais, au niveau des normes, des lois. Et par exemple, en ce qui concerne la technologie, quels sont les critères? Je crois qu'il faut que les gens soient plus conscients de quoi nous parlons. C'est-à-dire, quand on parle de la technologie, c'est facile de mettre en place des normes, peut-être. Il y a des lois, bien sûr, qui nous aident à le faire, mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas, par exemple, tout simplement de dire, voilà, on a adopté telle ou telle technologie. C'est facile, évidemment, de mesurer éventuellement cela. Mais lorsqu'il s'agit de voir ce que l'on appelle
toutes les autres conséquences, que ce soit au niveau social et autres, c'est plus compliqué. Et donc, ce n'est pas seulement les aspects technologiques qu'il faut essayer de mesurer, mais encore, je l'ai dit, tous les autres aspects sociologiques, si j'ose dire même. Depuis cette salle, allez, on va porter les premiers micros. Je voudrais vous présenter, s'il vous plaît, quand vous posez la question, puis poser des questions assez courtes, comme ça on va faire circuler le micro parmi notre panel assez rapidement. Bonjour et merci pour la parole. Donc, je suis Sébastien, je suis le fondateur de IT for Life. On parle d'évaluation et d'évaluation notamment financière. Et encore une fois, je pense que quelque chose qu'on oublie, c'est pour pouvoir faire ça, il faut des compétences et il faut encore une fois des outils. Et des outils dans les sièges, mais sur les terrains. Parce que si on veut faire de l'évaluation financière, il faut faire de la compta analytique, gérer les budgets, avoir les outils pour gérer tout ça et du coup des compétences. Et à chaque fois, on augmente du coup en technicité. C'est plus difficile de trouver des compétences RH qui savent gérer ces aspects-là. Et je pense que ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est on ne peut pas et on ne pourra jamais y arriver si on n'investit pas de manière plus conséquente. Les entreprises privées aujourd'hui consacrent entre 4 et jusqu'à 10% de leur budget sur les questions digitales. Nous, enfin j'ai encore nous, ONG, on est à moins de 1%, souvent à moins de 0,5%, et on ne peut pas y arriver comme ça. Donc je pense que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est arriver à faire une étude et de dire, pour arriver à ça, on doit consacrer X% de notre budget, sans ça, c'est pas possible. On doit recruter des experts, on doit avoir des outils, on doit former les gens, et c'est pour ça que ce sera intéressant l'expérience de Terre des Hommes, parce que je pense que l'idée du budget à consacrer sur le projet d'Egeda, au début, n'était pas du tout celle qu'elle est aujourd'hui, et du coup de faire un retour là-dessus et de pouvoir dire oui, ça a marché, parce qu'on a pu aussi à un moment payer les talents, potentiellement discuter avec Gates et financer des experts fonctionnels qui ont pu nous accompagner sur ça, et ce n'est pas des profils qu'on pouvait trouver très simplement. Et donc c'est des profils qui coûtent cher, et il faut faire état de ça, je pense. Merci. Yvette, justement, ouais, c'est imaginable aujourd'hui dans un projet pour un opérateur, un bailleur de fonds et un opérateur, de se dire je vais consacrer 5-10% du projet à l'évaluation. Ça marche normalement, ouais. Tout à fait d'accord. Je suis complètement d'accord. Après, il faut toujours penser à la manière comme on le fait à Terre des Hommes, c'est qu'on le fait en partenariat avec les universités. Ce n'est pas une capacité qu'on a construite à l'interne. Et disons que le côté positif de ça, c'est aussi qu'on le voit comme des évaluations externes, des fois, et ça aide, par exemple, dans les conflits d'intérêts qu'on a parlé tout à l'heure, c'est comment c'est une université externe qui fait le travail, qui fait l'évaluation, mais encore une fois, c'est un financement qui fait partie du projet et il faut toujours l'ajouter au budget. Ouais. Jai. Thank you. Yes, it works. Alors, je voudrais faire un commentaire sur ce que vous venez de dire. Si vous dites que vous ne mesurez pas, vous n'évaluez pas, vous ne pouvez pas gérer. Par exemple, dans beaucoup de programmes, si vous avez défini ces paramètres, ces critères dès le départ et que vous les avez inclus dans le projet, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de faire une évaluation. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Alors, par exemple, si vous avez un programme, le premier problème que nous avons mis en place en Asie, qui a été reçu une aide financière du Canada, eh bien, nous avons fait une première évaluation au moment du développement du projet. À la fin du projet, nous avons également fait une deuxième évaluation. Mais ça a été vraiment très bien organisé, très bien structuré. Alors, moi, je crois qu'il faut penser qu'une évaluation doit être structurée. Mais évidemment, comment définir ce que nous recherchons avec une évaluation? Maintenant, qu'est-ce qui fait le succès, par exemple, d'un projet? Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un projet avec succès, on ne peut pas évaluer. Voilà, madame. Bonjour, Valériane Leroy, directrice de recherche INSERM à Toulouse. Merci beaucoup d'abord à la Fondation pour cette journée. Et j'ai le plaisir de voir l'amélioration d'année en année, donc merci beaucoup pour ça. J'ai plus une remarque sur l'évaluation. Alors c'est un commentaire, ça a été dit. Elle est indispensable à prévoir en amont et il est indispensable de la financer avec des universitaires ou des institutions indépendantes, et ça, c'est capital.
Mais c'est aussi important de faire comprendre aux bailleurs que cette évaluation, elle ne va pas être seulement opérationnelle et que l'idée, c'est d'essayer de comprendre et de démontrer si une intervention marche, mais aussi pourquoi elle marche, comment elle marche. Et ça nécessite du temps et ça doit être important à la fois pour les opérationnels et pour les chercheurs de faire comprendre que ça doit être fait à la demande du pays, du gouvernement, en les impliquant dès le départ, mais aussi avec du temps pour essayer de comprendre ce qui marche et comment on peut pérenniser l'intervention. Et ça manque souvent, et les bailleurs sont souvent à regarder sur la dépense, sur ce genre de choses, et malheureusement, c'est ce qui fait que des projets s'arrêtent et ne sont plus implémentés après. Donc, voilà, je pense que tout le monde a ça en tête, mais c'est crucial. Merci beaucoup. Merci de le rappeler. Effectivement, ces différents prismes ou regards sur l'évaluation peuvent vraiment varier d'un intervenant à un autre. Il y avait d'autres bras. Voilà, monsieur. Merci. Gildas Ediblet, je suis chef projet recherche opérationnelle et on travaille justement avec IEDA dans certains de nos pays. Ma question concerne en fait le financement de l'évaluation qui doit être théoriquement en amont, intégré dans le budget dès le départ. Mais quand il s'agit d'un protocole de recherche qui n'est pas encore écrit, alors que le financement est déjà obtenu, un protocole de recherche qui doit être pensé ensuite, il doit prendre en compte différents aspects. Et donc, ma question c'est, comment ajuster le budget après que le budget soit déjà acquis? Et est-ce qu'il ne faut pas, avec les bailleurs, avoir une certaine flexibilité pour qu'à la suite, qu'on puisse modifier un certain nombre de choses dans l'évaluation, qui prendrait en compte l'évaluation sur le plan recherche, mais également l'évaluation de façon globale. Merci. Peut-être Yvette pour commenter la chose. C'est compliqué. Disons, si on fait disons, s'il y a un plan de faire un projet de recherche sur un projet d'implémentation qui est déjà sur place, il faut toujours, oui, chercher un nouveau bailleur de fonds pour couvrir les coûts de l'évaluation. C'est nécessaire. Et oui, ça serait bien d'avoir la flexibilité de certains bailleurs de fonds pour ajuster. L'ajustement, pour moi, ça serait augmenter l'investissement, simplement parce que si on fait déjà un investissement sur l'implémentation des activités sur le terrain, on ne va pas couper ça pour faire la recherche. C'est vraiment de trouver des financements additionnels pour pouvoir faire la recherche de l'implémentation. Ouais. Mathilde, vous vouliez compléter? Alors, je ne suis pas une chercheuse ni quelqu'un qui fait de l'évaluation, mais je voudrais partager certains des commentaires. Je pense que certains des projets que nous mettons en place et pour lesquels nous avons des investissements, c'est justement pour avoir une meilleure coordination. Et je voudrais également savoir comment on pourrait mieux coordonner tout cela. C'est ça qui est important, à mon avis. Par exemple, lorsqu'on fait une évaluation, comme je l'ai déjà dit, à plus ou moins long terme, et surtout des impacts à plus ou moins long terme, savoir s'il y a une véritable transformation grâce à ce projet, il faut avoir une période de temps beaucoup plus longue. Et pour le moment, c'est plus compliqué parce qu'il faut tout évaluer. Il faut le faire de façon solide, robuste, et ça demande du temps et évidemment de l'argent. Donc, à la fois l'évaluation et le financement doivent tenir compte de ces délais longs, finalement, lorsqu'il s'agit de mesurer le succès d'un projet. À la fois de la flexibilité pour pouvoir adapter l'évaluation au fur et à mesure du projet et en même temps la capacité à travailler sur de l'hyper long terme. D'autres remarques dans cette salle, madame? Oui, bonjour. Moi, c'est Delphine. Je suis Senior Partnerships Manager chez Dimagi. Je voulais juste poser une question sur les études randomisées. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on convainc les gouvernements, les universités, le private sector pour investir dans les RCTs, parce qu'il y a vraiment un manque et je pense que ce n'est pas suffisant de faire du monitoring and evaluation, suivi évaluation classique. Par exemple, chez Dimagi, qui est notre produit, c'est Comcare. Ça fait 20 ans qu'on existe. On est la plus grande plateforme avec, notamment, on soutient IEDA, on soutient un rollout massif en Inde, etc. Et on a seulement un RCT en 20 ans. Donc, comment est-ce qu'on convainc, comment est-ce qu'on calcule le return on investment pour pouvoir augmenter les financements? Parce que
enfin, c'est ça qui est crucial. On sait très bien qu'il les faut, mais comment est-ce qu'on finance ça? Peut-être Anis là-dessus, sur ces études randomisées. Oui, alors c'est très intéressant effectivement de prendre cet aspect en compte, mais c'est très difficile de répondre à votre question ou à votre commentaire. Parce qu'il y a des projets qui sont difficiles à évaluer, ça dépend du contexte. Par exemple, nous avons des innovations dans le domaine de la santé mobile, la santé électronique mobile, et nous avons commencé à choisir un certain nombre de patients qui souffrent de problèmes de santé, de certaines pathologies, par exemple. Et donc, c'est difficile de faire cette étude randomisée ou ce contrôle randomisé d'ERC. Donc, parfois, il faut des applications mobiles pour cela, mais parfois, il n'y a pas donc une application spécifique pour ces ERC. Et donc, dans le cas de ces ERC, il faudrait commencer par avoir une approche clinique qui soit robuste. Et ça veut dire que nous en formons nos étudiants et aussi nos professionnels à être vraiment capables de maîtriser ces études randomisées. Et également, peut-être d'utiliser toutes les innovations qu'il y a, qui pourraient être incluses dans les ERC. Mais ça va dépendre évidemment de l'ampleur des fonds dont nous disposons, de l'ampleur du projet, donc, et également quel est l'impact que nous voulons susciter. Parce que ce matin, on a discuté un petit peu combien d'échantillons, combien de personnes, de cohortes de patientes. Est-ce que l'on veut plus d'hôpitaux qui participent à ce genre d'études randomisées? Vous voyez, on en a parlé. Ça, c'est pas évident. On avait le docteur Bonjai qui nous suivait tout à l'heure à Bangkok. Je vous dis, il y a plusieurs campus qui sont reliés à nous, qui nous suivent en direct toute cette journée. On était à Bangkok tout à l'heure en Thaïlande. Je vous propose de partir. À Bangkok, l'heure est déjà avancée, la journée est déjà bien avancée aujourd'hui. Je propose de partir sur un autre continent où la journée est moins avancée, qui se prépare à nous suivre, notamment cet après-midi. On va partir à Dakar, retrouver tout de suite normalement Michel Namar qui est sur le campus de Dakar. Bonjour Michel, quelle heure est-il à Dakar et est-ce que les personnes commencent à arriver petit à petit sur le campus? Allô, oui, bonjour. On vous entend. Alors, c'est pas Michel Namar. Qui est-ce qui nous reçoit aujourd'hui à Dakar? C'est Madame Dem Aminata, responsable du campus numérique de Dakar. Quels sont vos... Alors, qui est-ce qui va venir aujourd'hui assister à cette journée depuis le campus de Dakar? Est-ce que ce sont des étudiants, plutôt des soignants? Voilà, qui est-ce qui se prépare à venir? J'ai le doyen honoraire, professeur Sam. Voilà, je vous laisse. Merci. Bonjour. 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 Est-ce qu'aujourd'hui, alors qui est-ce qui se prépare à venir tout à l'heure à Dakar assister à cette conférence de l'Observatoire d'e-santé dans les pays du Sud? Alors, c'est vrai que je viens. Personnellement, je suis le doyen honoraire de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Donc, il y a d'autres collègues probablement qui vont nous joindre, se joindre donc à nous. Enfin, nous sommes très ravis de participer à cette rencontre parce que l'e-santé nous intéresse. Et je sais qu'à Dakar, il y a quelques projets qui ont eu lieu, qui se sont produits, en particulier avec les Indiens, au niveau de l'hôpital Fan, avec des collègues. Mais aussi d'autres projets qui sont donc en cours et nous serons donc intéressés par cela parce que l'e-santé, je pense, c'est une opportunité pour nous, pays en voie de développement, pour surtout l'accessibilité des soins en milieu rural, surtout ça. Voilà, c'est un peu cette opportunité que nous voulons donc. En tout cas, écoutez, monsieur le doyen, ça nous fait chaud au cœur de voir que le campus de Dakar se connecte aujourd'hui, comme chaque année d'ailleurs, à chaque édition, à cette conférence de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. Merci d'être avec nous et je sais que vous allez écouter avec beaucoup d'attention ce qui va se dire cet après-midi. C'est donc la fin
de cette première partie de la conférence 2022 de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. On va à présent marquer une petite pause et on se retrouvera tout à l'heure à 14h30 heure de Paris, 12h30 temps universel. À tout à l'heure à tous.